Amélioration de l'offre nationale d'actifs de carbone en République démocratique du Congo. Des focus groups sont organisés par le Conseil pour la défense environnementale, par la légalité et la traçabilité CODELT, en partenariat ou avec l'appui de Olof Palme International Center. Ces focus groups vont devoir se poursuivre d'ailleurs le mercredi avant les tables rondes multi-acteurs qui vont se tenir le 20 décembre prochain. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle livraison de votre magazine qui reçoit Monsieur Henri-Paul Eloma. Il est l'assistant principal, en tout cas, du représentant de la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ici en République démocratique du Congo. Monsieur Henri-Paul Eloma, bonjour. Bonjour, Monsieur Mayoni. Voilà, je reviens à vous. Place d'abord à l'actualité. L'actualité, c'est donc ces focus group que j'ai annoncé en début de cette émission qui concernent l'amélioration de l'offre nationale d'actifs de carbone en République démocratique du Congo. Je ne vous en dirai pas plus. Voici le reportage que nous avons réalisé par rapport à ces focus group, celui-ci qui a été consacré au secteur privé en République démocratique du Congo. Avec ses 155 millions d'hectares de forêts tropicales, la République démocratique du Congo est dotée d'actifs naturels de carbone. Il suffit des projets bancables et bien ficelés pour que le pays bénéficie des retombées liées au marché carbone. Mais comment le secteur privé congolais peut-il tirer le maximum de profit du marché carbone? C'est tout le sens qu'il faut donner à ce focus group consacré essentiellement au secteur privé congolais, organisé vendredi 13 décembre 2024 par le Conseil pour la défense environnementale, par la légalité et la traçabilité CODELT. Avec l'appui financier de Olof Palme International Center, en collaboration avec les réseaux des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROCEVAC, ces échanges jettent les bases pour l'amélioration de l'offre nationale d'actifs de carbone en RDC, dont la problématique au cœur de débat entre les participants était de promouvoir les marchés de carbone et leur intégration dans la transition juste au Congo démocratique. Dans les échanges, il a été question de discuter sur les cadres réglementaires et institutionnels, les défis et opportunités du secteur privé, les financements et incitations, la taxation, le partenariat public-privé et l'innovation, la transition juste et responsabilité sociale, l'intérêt du secteur privé dans les soumissions au marché de carbone, les capitaux à risque et autres. La perspective étant de mettre en place une plateforme de dialogue public-privé. Enthousiasmés, les participants ont loué l'initiative du CODELT tout en promettant d'y prendre davantage part dans les prochaines séances. Je suis très bien impressionné de tout ce qui s'est passé. C'est une discussion assez fructueuse, mais on doit continuer à mûrir les idées. De cette discussion, on a parlé sur plusieurs aspects, marché carbone, taxes sur ça, toute la problématique au fait quoi, autour du marché des crédits carbone. Moi, je suis un privé, mais en tant que privé, et spécialiste dans le domaine, j'ai une autre perception de faire les choses par rapport aux réalités qui sont sur Terre. La RDC d'abord a des potentialités, il a des actifs carbone naturels, mais seulement les responsables n'ont pas encore compris le mécanisme de pouvoir attirer les investissements sur le marché de carbone. Les ressources sont là, mais vous devez apporter un dossier bancable qui doit justifier que le fonds que vous allez recevoir va servir à telle activité, et voilà. Donc c'est tout ce qu'on a besoin. Mais si vous n'avez pas ces initiatives-là, mais comment on va vous donner l'argent? Sinon c'est l'argent qu'on va vous donner pour acheter vos voitures. Donc il faut préparer un dossier costaud bancable qui répond, n'est-ce pas, à la taille du financement. Ces échanges et ceux qui suivront se tiennent en prévision des tables rondes multi-acteurs qui auront lieu dans les tout prochains jours. Objectif de tous ces focus group, collecter les points de vue spécifiques de chaque catégorie des parties prenantes tout en identifiant ses enjeux prioritaires propres. Il s'agit également de préparer des recommandations préliminaires et des propositions concrètes à partager lors des tables rondes et assurer une représentation équilibrée des intérêts et préoccupations des différentes parties prenantes. Après ce premier focus group avec le secteur privé, suivront d'autres focus group avec le gouvernement et les institutions étatiques, la société civile environnementale, ainsi que les activistes des droits des communautés. Notons que le marché de carbone sont des mécanismes de tarification du carbone qui permettent au gouvernement
et aux acteurs non étatiques d'échanger des crédits d'émission de gaz à effet de serre, l'objectif étant d'atteindre les objectifs climatiques et de mettre en œuvre des actions climatiques de manière rentable. Ainsi, je vous le disais en début de cette émission, nous recevons dans cette émission M. Henri-Paul Eloma, qui est l'assistant du représentant programme de la FAO en République démocratique du Congo. Monsieur Henri-Paul Eloma, les questions environnementales se sont inscrites au cœur des débats politiques, économiques, culturels avec des enjeux considérables, mais on remarque qu'il y a un certain intérêt des communautés, des politiques, de toutes les couches en fait, de la société vers les questions environnementales. Pourquoi cet intérêt? Il y a plus que l'intérêt, c'est de la nécessité. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien, les conséquences vont nous apprendre. Et je pense qu'être édifié par les conséquences, parfois c'est trop tard. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Terre où nous vivons a deux capacités. La capacité de générer les ressources, c'est ce qui fait par exemple que vous mettez quelques graines de maïs dans le sol et demain vous avez des sacs de maïs, n'est-ce pas? Des ressources, voilà, cette terre. Cette terre a une autre capacité, c'est de résorber les déchets. Voilà, vous sarclez votre champ, vous laissez de la paillasse là-bas et après un certain temps, il n'y en a plus. C'est retourné dans le sol. Voilà. C'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les végétaux. Alors, il se fait qu'actuellement, dans la situation où nous sommes maintenant, avec l'évolution industrielle, avec la démographie, la Terre est en train de perdre ces deux capacités. Ces deux capacités sont en train d'être dépassées. Voilà. En ce qui concerne, par exemple, la capacité de produire des ressources, avec autant de bouches à nourrir actuellement, avec l'avidité de quelques-uns à pouvoir prendre même ce qui appartient aux autres, quand on considère la capacité de résorber les déchets, la quantité de production des déchets que nous sommes capables maintenant, dans l'atmosphère, les émissions de gaz à effet de serre, dans l'eau, les pollutions en plastique, dans le sol, toutes sortes de pollutions, la Terre, notre mer, notre vaisseau spatial est en train de perdre ces deux différentes capacités qui sont essentielles. Alors, pour que nous puissions continuer à vivre, il faut que nous nous arrêtions et que nous regardions qu'est-ce qui est en train de se passer. Il faudrait que nous puissions revisiter notre manière de vivre pour que la Terre continue à nous porter. C'est ça l'intérêt. Et moi, je dis que ce n'est pas de l'intérêt, c'est de la nécessité. On parle aujourd'hui de conservation de l'environnement. Comment peut-on comprendre cette terminologie ou cette thématique de conservation de l'environnement? La conservation, comme vous le dites bien, conserver, c'est-à-dire garder, mettre de côté, voilà, pour les jours à venir. Et cela est vrai au niveau personnel qu'au niveau global. Voilà. Pourquoi est-ce que nous devons conserver? Nous devons conserver puisque nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que nous devons conserver? En conservant, nous faisons ce qu'on appelle l'aménagement. Voilà. On peut disposer, à un moment quelconque de la vie, des richesses, mais des richesses qui vont manquer dans les jours à venir. Prenons les saisons. Voilà. Nous sommes à Kinshasa. Il y a une saison de fruits. Et puis après, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait eu conservé au moment où il y avait l'abondance. Et ça, c'est une leçon de la vie aussi. Alors, maintenant, la conservation au niveau de la nature. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Puisque la nature, encore une fois, c'est la terre qui nous reçoit, notre mère nourricière, comprend ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire plusieurs espèces d'êtres vivants. Je ne dis pas humains, je dis vivants. Les êtres vivants sont animaux ou
végétaux. Et nous devons vivre avec le substrat, c'est-à-dire le sol, l'air, l'eau, et nous avons ce qu'on appelle l'environnement. L'homme est là-dedans, dans les animaux. Voilà. Et tout cela n'est pas illimité. Il y a des ressources qui sont renouvelables, mais il y a des ressources qui ne sont pas renouvelables. Et donc, même pour les ressources renouvelables, il y a toujours ce qu'on appelle le capital. Un peu comme vous avez un salaire, Monsieur Mayoni, votre salaire actuel correspond au nombre d'enfants que vous avez maintenant. Si vous en avez 2 et que vous touchez ce que vous touchez maintenant, ça peut paraître suffisant. Si les salaires ne changent pas et que le nombre d'enfants augmente, le problème commence à se poser. Voilà. Donc nous faisons la conservation. Pourquoi? Puisque nous voulons, dans ce que nous disposons, dans ce que Dieu nous a donné, qui est ce que nous allons manger aujourd'hui, au même moment que nous planifions ce que nous allons manger demain. Et en développement durable, on dit que ce que nous avons trouvé, nous soyons capables de le donner à ce que nous aurons engendré, c'est-à-dire notre descendance. En arrivant sur la Terre, nous avions trouvé, moi qui suis riverain de la Salonga, qui avait du poisson. Il y en avait toujours, on n'en manquait pas. Mais quand moi je suis né, dans mon village, il y avait peut-être une centaine de personnes. Et aujourd'hui, s'il y en a 1000, ça c'est un premier facteur. Sinon, si aujourd'hui il y a plusieurs acheteurs de poissons qui viennent dans mon village pour pouvoir en acheter et venir vendre à Kinshasa, la capacité de production de poissons de villageois de chez moi peut ne plus être la même. Mais sinon, si le besoin augmente, alors on va puiser dans les capitales et surtout lorsqu'on dispose des moyens de pouvoir puiser, si les moyens de pouvoir puiser augmentent, dans ces cas-là, on va épuiser les capitales. Et donc il faut à certains moments conserver. On conserve simplement pour que, à certains endroits, qu'on laisse le poisson la possibilité de se reproduire, qu'à certains endroits, qu'on laisse les animaux la capacité de se reproduire, qu'à certains endroits, que la forêt garde la fertilité pour que plus tard, on puisse venir y faire de l'agriculture, pour que la forêt garde des arbres que l'on viendra couper plus tard, pour que la forêt garde plus tard des médicaments que nous allons aller chercher, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut conserver. Conserver l'environnement, M. Henri-Paul Eloma, requiert des enjeux, mais quels peuvent être les enjeux de la conservation? Quels sont les enjeux de la conservation? Les enjeux de la conservation, c'est ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Nous vivons dans un monde où il y a ceux qui s'estiment développés et ceux qui ne le sont pas. Chez les uns, on a utilisé le capital naturel que l'on avait pour se développer. Chez les autres, il y a encore des possibilités de trouver des capacités pour se développer. Bon, est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est du réalisme? Et on ne sait pas dire qu'est-ce qui s'y passe, mais au fait, ça peut être parmi les trois. Quelques-uns exagèrent dans leur manière de voir ce que l'on doit faire chez les autres. Voilà, ils viennent chez les autres, ils pensent qu'on est en train de les développer, ils ont des richesses, ils ne savent pas les développer, nous allons les prendre, on puise, et lorsqu'on puise, on va faire des réserves chez eux. Vous faites des réserves pour de la matière que vous n'avez pas chez vous. Et vous venez le chercher par des moyens qui ne sont pas légaux. Voilà. On fait faire des guerres pour qu'on puisse exploiter illicitement nos richesses. Et puis, parfois, pour ne pas les utiliser tout de suite, mais pour aller conserver chez eux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous n'avons qu'une seule terre. Nous tous, nous vivons sur cette terre. Et par les temps qui courent, les mal que vous causez à l'endroit X peut avoir des répercussions à l'endroit Y. Le voyage, les gens se déplacent, la vitesse dans le déplacement et qu'on sort. Voilà. Un petit bobo qui sort à Kinshasa,
le lendemain matin, on les retrouve à Taipei. Et puis, on commence à crier, et puis on commence à pleurer. Voilà. Donc, les enjeux, c'est qu'il faudrait que nous puissions gérer cette nature, nous tous, ailleurs on dit en bon père de famille, mais surtout en ayant les intérêts des uns et des autres en vue, et non pas par boulimie, parfois pour ne rien faire avec. Alors, on parle aujourd'hui d'une conservation à visage humain, mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver réellement cet environnement et que ces derniers puissent profiter aux communautés, que cet environnement puisse profiter au bien-être de la communauté ou des communautés ou encore des populations locales et peuples autochtones? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette conservation tienne? Pour que la conservation tienne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'intégration. Il faut que la conservation profite à tout le monde. Revenons au niveau local. Voilà. Il y a une aire protégée, un parc national. L'État a tout à gagner à avoir un parc national, n'est-ce pas? C'est un engagement de l'État et il dit à la communauté internationale, oui, j'ai 17% de mes terres qui sont en conservation. Oui, c'est bon. Bon, mais 17% en conservation, c'est 17% mis en cloche ou qui ne sont pas utilisés en défaveur des populations parfois qui sont environnantes, des lieux de conservation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on parlait de la protection de la nature, c'est-à-dire, j'ai dit le terme, mettre sous cloche, ne pas y toucher. Mais on s'est rendu compte que la nature ne reste pas figée, même la nature évolue. Et surtout, les premiers gardiens d'un site en conservation, ce sont les populations. Voilà, ce sont les populations qui sont capables de conserver, ce sont les populations qui sont capables de détruire. Alors, pour que la conservation puisse profiter, pour que la conservation soit durable, il faut que les populations puissent profiter de la conservation. Le revenu de la conservation, du tourisme, du financement international, que cela puisse profiter effectivement à des communautés qui sont dans les environs des espaces mis en conservation. Et puis, bien, il y a bien d'autres choses comme la recherche, il faut connaître la richesse, n'est-ce pas? La ressource, il faut la connaître, la recherche, la coopération, ça, ce sont des facteurs qui viennent, mais le premier élément, c'est que la conservation profite à tous, et surtout aux populations environnantes. Alors, hier, on nous disait il ne faut pas couper, il ne faut pas pêcher, il ne faut pas chasser. Mais pour qui, en fait, on fait cette conservation? Est-ce qu'on peut avoir une conservation à visage humain aujourd'hui pour qu'on puisse réellement conserver notre environnement? Ne coupez pas, ne pêchez plus, ne faites pas ceci et cela. Ça, c'est des notions anciennes, du temps de la protection de la nature. Maintenant, dans la conservation de la nature, il y a l'utilisation rationnelle. Voilà. Pour que le développement soit durable, il faut utiliser rationnellement les ressources qui sont présentes. Et donc actuellement, vous ne pouvez pas dire aux gens « ne coupez pas ». Si vous leur dites « ne coupez pas », il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de l'alternative. Voilà. Nous ne coupons pas. Et nous faisons quoi? Si nous coupions la forêt pour en faire le charbon de bois ou le bois de chauffe, il faut que nous ayons des panneaux solaires, de l'énergie renouvelable, il faut que nous ayons de l'électricité, du gaz, pour que nous ne puissions pas couper, n'est-ce pas? Voilà. Si vous dites ne pêchez pas ici, bon, ça aussi, ce n'est pas des choses que l'on doit dire, mais on doit dire, par exemple, ne chassez pas à telle période, ne chassez pas tel type d'animal, ne chassez pas ou ne pêchez pas à tel endroit. Ne pêchez pas dans les frayères, c'est-à-dire là où les poissons viennent se reproduire, mais pêchez ailleurs, c'est possible. Ne pêchez pas avec des filets de mailles comme des moustiquaires, puisque vous allez tout ramasser, mais chassez avec des filets. Ne mettez pas le poison dans l'eau, des choses comme cela. Donc, les populations dans des endroits de conservation doivent vivre de la conservation, soit par une utilisation rationnelle des ressources, les produits sont capables de se renouveler,
quand on fait des aménagements, soit par des alternatives qui proviennent de financements qui peuvent provenir de la communauté internationale. Voilà. Nous sommes un pays, la RDC par exemple, forestier, absorbant le gaz à effet de serre provenant des utilisations d'autres. Bon, si les pollueurs peuvent payer et que quand ils ont payé, que cela arrive effectivement aux endroits où il y a eu conservation. Alors, nous avons parlé bien sûr des enjeux de la conservation, mais est-ce qu'il y a des défis pour conserver notre environnement aujourd'hui? Les défis de la conservation sont immenses et il faut les considérer selon qu'on est dans quel camp. Bon, considérons le camp qui est le nôtre, c'est-à-dire nous, de pays en voie de développement. Le premier, c'est la pauvreté. Nous ne pouvons pas conserver lorsque les gens sont pauvres. Voilà. Donc il faut que, d'une manière ou d'une autre, que l'État organise les richesses par le travail, par les entreprises, pour que les gens ne puissent pas, à tout bout de champ, faire le tabula rasa. Voilà. Nous ne vivons que de Makala, je ne sais pas, dans la province du Kwango, et tout ce qui existe comme forêt, on va les décimer. Et là, on ne pourra pas conserver. Donc la pauvreté. On doit voir dans quelle mesure éviter l'explosion démographique. Moi, Africain, je ne dirais pas qu'il ne faut pas que les gens continuent à se multiplier. Je ne dirai jamais cela. Nous avons de l'espace pour ça. Mais il faut éviter l'explosion démographique avec des conséquences comme l'exode rural. Voilà. Et les gens vont s'accumuler, s'entasser dans la capitale avec toutes les conséquences néfastes qu'il puisse y avoir. D'autres défis, c'est la connaissance. Il faut que l'on connaisse. Il faut qu'il y ait de la recherche pour qu'on connaisse la ressource et qu'on puisse savoir la gérer. Il faut qu'il y ait les moyens. Et les moyens doivent provenir de l'État propriétaire, naturellement. Mais l'État a aussi des partenaires qui peuvent contribuer à cela. Et de ces côtés-là, il faut éviter la corruption, la déperdition des moyens, voilà, les détournements. C'est des choses que nous connaissons actuellement. Et cela ne permet pas que la conservation puisse avoir sa place. Alors, comme on le sait, ce sont les actions anthropiques, les activités humaines qui causent des sérieux problèmes à l'environnement. Mais quelles peuvent être les actions et la contribution de ces mêmes humains qui causent des problèmes à l'environnement, peut-être en termes d'actions à mener pour conserver, d'actions à mener pour préserver, que ce soit les hommes, que ce soit les organisations non gouvernementales, la société civile et toutes les parties prenantes pour conserver notre environnement. La première chose, je l'ai dit et je l'ai dit toujours, la connaissance. Et quand il y a la connaissance doit être partagée. Pour que la connaissance soit partagée, il y a la sensibilisation. À toutes les instances, la sensibilisation, pour que les gens puissent prendre conscience de l'ampleur du problème. Vous avez dit à un moment quelconque intérêt, je vous dis non, c'est au-delà de l'intérêt, c'est la nécessité. Il faut que les gens sachent que si maintenant, je vais devoir paraphraser Martin Luther King, si nous ne savons pas vivre maintenant comme des frères, nous allons mourir tous comme des imbéciles. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut que les gens sachent qu'il y a un problème. N'allez pas dire aux gens, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne péchez pas, ne coupez pas. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Il faut faire comprendre aux gens que actuellement, les enjeux sont comme ceci et comme cela. Si nous ne faisons pas attention, voilà ce qui va nous arriver. Bon, il y a déjà des conséquences qui peuvent nous former ou nous conscientiser. Les saisons sèches, elles étaient froides à Kinshasa. Elles le sont de moins en moins. Les saisons de pluie, elles étaient modérées. Elles sont de plus en plus insupportables. Voilà. Ça, ce sont des choses qui peuvent nous instruire. Les pandémies,
On n'en connaissait pas n'importe comment. On passe d'une épidémie à une autre, et surtout dans les régions qui sont les nôtres. Quel est le problème? C'est qu'il faut qu'on en parle. Il faut que les gens comprennent. Il faut parler. Il faut conscientiser. Et à chaque niveau, il y a possibilité de faire. Bon, il n'y a pas que cela. Il faut que chacun, à chaque niveau, puisse jouer son rôle. Que l'État joue son rôle de l'État, que la société civile joue son rôle de société civile, voilà, que le partenaire privé vienne avec la bonne foi et que la communauté internationale joue aussi le jeu franc qui voudrait que nous sommes conscients, nous tous, que nous devons vivre ensemble. Alors, comme l'a dit le souverain pontife, le pape François, l'environnement, c'est notre maison commune, mais quel est le credo de M. Henri-Paul Eloma pour l'environnement, pour la nature? Autant que le pape. Le pape, c'est une des personnes les plus extraordinaires sur notre planète. Alors, l'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est tout ce qui n'a pas de vie et qui existe sur la Terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'a pas de vie? Où est-ce qu'il n'y a pas de vie, mais qui existe sur la Terre? C'est le sol, c'est l'air, c'est l'eau, n'est-ce pas? Ça, on appelle ça les facteurs abiotiques. Et puis, il y a ce qui vit. Ce qui vit, c'est les microbes, les plantes, les animaux. Dans les animaux, il y a l'homme. Voilà. Et il y a ce que l'homme fait des autres choses, des autres composantes de l'environnement. C'est ça qu'on appelle la culture. Et l'environnement, c'est les facteurs abiotiques, les facteurs biotiques, la culture avec l'homme, n'est-ce pas? Tout cela fait l'environnement. L'environnement, c'est un système. Dans un système, il y a les composantes et puis il y a les interactions. Quand il y a dérèglement, un système, quand il est déréglé, alors les conséquences sont, et dans le cadre qui nous concerne, la Terre, l'immensité de la Terre, si la Terre arrive à être déréglée, le climat est déréglé, l'hydrographie est déréglée, les inondations vont arriver, les infestations vont arriver, les destructions vont arriver. Et surtout par la faute que nous commettons, nous tous, que nous disons anthropique, bon, ben, ça arrivera. Et si vraiment on ne fait pas attention, nous donnerons raison au pape alors qu'il est encore temps que nous puissions nous ressaisir. Monsieur Henri-Paul, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous ont suivis en termes de conclusion par rapport à la conservation de notre environnement, à la conservation de la nature? C'est une des richesses. On parle des pays solutions quand on pense à la forêt, mais nous sommes aussi pays solutions quand on parle de la méga biodiversité. Où est-ce qu'on trouve le médicament pour toutes ces maladies qui arrivent, M. Mayoni? On les retrouve dans la nature. Les molécules qui guérissent les maladies et sont dans la nature, n'est-ce pas? Alors, pour que ces molécules puissent toujours être là et être disponibles au moment où on veut, il faut que la biodiversité qui la détienne soit toujours là. Quand nous construisons des villes et que nous coupons des forêts, la petite plante qui permettait de traiter, je ne sais pas, les biberons, et ça traite les biberons, pourquoi? Puisqu'il y a des molécules là-dedans, dans cette feuille, que la science peut transformer en médicaments. Voilà. Donc, si nous pouvons vraiment nous rendre compte que nous sommes des hommes et que Dieu nous a donné le devoir de pouvoir garder la nature et la faire prospérer, nous devrions faire attention à notre environnement. Voilà, merci beaucoup, M. Henri-Paul Eloma. Merci beaucoup à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons grés de vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler. Parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations qui concernent l'environnement, que ce soit de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs à travers le monde, parce que nous vivons dans une planète qui est considérée aujourd'hui comme un village. Au revoir et à très bientôt.